Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format vidéo, la psyché comme facteur qui façonne les situations de crise. Dans ce format, nous nous proposons d'analyser selon un plan de 3 questions, différentes situations de crise, soit réelles, soit simulées, afin de 1. En dégager les substrats psychiques qui vont impacter la gestion de la situation, 2. D'identifier la situation selon la boucle OLADA, les différentes couche interventionnelle et analytique de la situation, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à chaque niveau? Et une troisième question par analyse qui sera comment est-ce qu'on peut en tirer un contenu pédagogiquement intéressant pour former les primo-intervenants à mieux réagir ou tout du moins à réagir de manière plus sécuritaire et plus adaptée, plus efficiente dans ce type de situation. Il existe déjà de très nombreux contenus de très bonne qualité disponibles en ligne et gratuitement sur comment les situations, et notamment les situations à potentiel traumatique, impactent la psyché des victimes, des témoins et parfois même des intervenants. Et il existe des techniques pour essayer de moduler ça. Ce n'est pas notre propos. Le propos de notre format, ça va être plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire comment la psyché va impacter le déroulement de la situation. Bien sûr, le fait que la situation elle-même impacte la psyché au fur et à mesure fait partie du processus évolutif de cette situation. Il n'est pas à mettre de côté. Cependant, ce ne va pas être notre prisme. Et ces deux prismes sont complémentaires et ne peuvent pas être séparés. Pour ce faire, j'ai mon expert du jour, Derek Cario, enfin expert du jour, expert de longue date en réalité, Derek Cario, que je vais laisser de se présenter. Merci Dimitri, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Derek Cario. Je suis le fondateur de DCRM, qui est un cabinet de conseil et de formation dans la gestion des risques courants, des risques professionnels, des risques dans les zones non permissives qu'on appelle zones à risque, zones isolées. Et donc, j'interviens auprès des institutions publiques, parapubliques, mais également des entreprises, des particuliers, des professionnels, pour les accompagner justement, pour répondre à leurs problématiques de gestion des risques de manière très générale. Et donc aujourd'hui, moi, mon regard sera d'analyser avec Dimitri l'angle opérationnel des situations que l'on va rencontrer. Voilà. Parfait, merci beaucoup Derek. Je précise quand même qu'effectivement, tu as une grande expérience, même à l'international, des situations très dégradées, qu'on appelle aujourd'hui des situations sanitaires exceptionnelles, mais pour toi, ça a tellement été au quotidien pendant 20 ans que c'est pas exceptionnel pour toi, c'est presque la Un petit peu quand normalité. même. Moi, je me présente, je suis Dimitri Tellier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin de santé publique. Je travaille avec les administrations de la santé et avec les acteurs de la sécurité civile dans le but de faire de l'organisation de secours et de l'organisation du système de santé pour un système de santé qui soit à la fois résistant et résilient, qui puisse réagir de manière efficace dans les situations sanitaires exceptionnelles, mais qui soit aussi préventif pour être le plus efficace possible en fait dans la vie de tous les jours pour que la santé publique de la population soit préservée, maintenue, améliorée. Sans plus tarder, on va commencer les analyses vidéo. Donc, si tu veux, on peut commencer par la première situation. Oui. Alors, c'est une situation dont on avait déjà discuté, mais tu n'as pas vu la vidéo dans son intégralité. Tout à fait. J'ai vu que la version courte des réseaux sociaux, c'était sur Instagram. D'ailleurs, je te l'avais envoyé, j'étais tombé dessus par hasard sur Instagram. Je t'ai envoyé en disant que cela pourrait être intéressant de l'analyser. Mais apparemment, tu as une version longue. Donc, Effectivement, c'est une vidéo que j'avais déjà, si je ne me trompe pas, c'est une vidéo d'un conseil municipal en Ukraine que j'avais déjà eu et que j'avais déjà enregistré justement à des fins pédagogiques en fin 2022. C'était après le début on va dire, du conflit total russo-ukrainien en 2022. C'était un conseil municipal. Je ne me rappelle plus dans quel oblast. Alors, peut-être que la vidéo est antérieure à cette date-là, mais en tout cas, je sais qu'elle a été publiée sur les réseaux ukrainophones et russophones à peu près fin 2022. Alors, bien sûr,
les images que l'on va voir peuvent choquer. Donc, si vous savez que vous avez déjà tendance à avoir des problématiques, à voir des images violentes, je précise qu'il n'y a pas de sang visible dans cette vidéo, mais si vous avez tendance à avoir des difficultés à voir des images violentes ou à entendre des sons violents, je vous déconseille en fait de suivre ce contenu et je vous déconseille de suivre toute la vidéo étant donné que la plupart des situations que nous allons analyser sont des situations qui tournent malheureusement mal et on analyse pourquoi est-ce qu'elles tournent mal et comment les prévenir. Je vous mettrai dans la description des marqueurs temporels pour des situations un peu plus douces pour les personnes qui ne souhaitent regarder que les situations, on va dire, plus faciles à regarder sur le plan émotionnel. Давай. 45 тысяч, 45 тысяч. 45 тысяч наркоза губи. Умножайте ми на 14 місяців. Можеш бути добрий, можеш я. Ні, ну не помогайте, не будемо. А можеш я? Оздоровчик на ці 13. Derek, est-ce que tu veux commencer par une idée un peu générale de la situation et si tu veux que je revienne à des timings particuliers, tu n'hésites pas à me le dire. Donc, observation brute, on reviendra à la méthode après. Observation brute, on voit donc un individu qui rentre donc au sein de ce conseil municipal par une porte. On voit il semblerait qu'il y a un accès visible. On ne sait pas s'il y a un autre accès de l'autre côté, une issue. On ne sait pas s'ils sont dans un étage. On ne sait pas s'ils sont au rez-de-chaussée. Mais on va déjà essayer d'analyser un petit peu par rapport à ce qu'on voit là actuellement. Donc, il rentre par cette porte. On voit que lorsqu'il la referme, il se met un peu contre cette porte. Visiblement, son visage est flouté, donc on ne peut pas trop analyser un petit peu son langage corporel, mais on peut voir que à la réaction des autres, il est là peut-être il y a une revendication. Il est un petit peu vindicatif quand même, peut-être en parole, etc. Je ne comprends pas l'ukrainien, donc peut-être que toi tu pourrais m'aider là-dessus si tu perçois des mots. Mais alors, l'audio n'est pas forcément d'extrêmement bonne qualité et je ne suis pas non plus un expert de l'ukrainien. Je parle beaucoup mieux russe qu'ukrainien. C'est une langue qui est magnifique, l'ukrainien, et que j'aimerais apprendre plus, mais malheureusement pas trop le temps. Il parle de chiffres. Donc, je pense qu'il y a un débat autour de chiffres. C'est peut-être des budgets, je n'ai pas tout à fait compris, mais c'est un discours assez envenimé. Et le monsieur qui rentre ne parle pas au début, il intervient au bout d'un moment, mais au début, c'est pas lui qu'on entend parler. D'accord. Il est plutôt assez discret et si tu veux qu'on regarde un petit peu, les gens le voient rentrer, puis finalement, tu vois la dame, tu vois le monsieur, il le regarde rapidement, puis il détourne le regard et puis il re-regarde la dame au niveau de la table. Avec il argumente. Donc, je crois que la personne lui dit 45 et elle répond 36 de manière répétée. Et on voit le visage en fait de cette personne-là. Cependant, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est un habitué des lieux, que les gens le voient rentrer, ils le voient contre la porte. Ils n'ont pas l'air, tu vois, la dame qui vient de redétourner le regard. Je reviens dans l'ordre. Tu vois, hop, quand il rentre. Hop, elle le regarde et puis ensuite elle revient à ses moutons et le monsieur ici aussi regarde de nouveau la dame. Ce qui me fait dire qu'il est vindicatif, qu'il a une revendication, c'est tout simplement par son attitude. D'un point de vue sécuritaire, on voit qu'il y a une chaise de libre entre les deux, voire même deux chaises de libre entre les deux personnes. La personne vient et se poste debout, alors que tout le monde est assis, debout contre cette porte. C'est quand même quelque chose d'inhabituel quand on est quelqu'un qui vient assister à un conseil municipal. En général, on rentre, on cherche une place pour s'asseoir. Par respect, on passe pas devant les gens, mais on va pas rester devant la porte, on va se mettre au fond de la salle. Voilà, exactement. Et pas avec les mains dans les poches.
Et c'est ça. Donc pour moi, là, déjà, c'est un premier signal faible que quelque chose peut éventuellement se passer. Parce que pour le moment, il n'a pas encore sorti ses grenades, hein, puisqu'il s'agit d'une attaque à la grenade. Il ne les a pas encore sorties. Elles sont dans ses poches. Mais potentiellement, moi, je serais dans cette salle. Ça attirerait mon attention. Et après, c'est un petit peu l'instinct, mais l'instinct, ça se travaille aussi, hein. C'est un petit peu l'instinct me dirait, il y a quelque chose de pas normal dans cette situation. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va tout simplement prendre à partie verbalement quelqu'un. Il ne faut pas tout de suite s'imaginer des situations d'attentat ou de tuerie de masse. Mais déjà, il y a un signal faible que quelque chose pourrait se passer. Il y a un langage corporel un peu fermé, en fait. Oui, oui, tout à fait. Il a les mains dans les poches, je pense qu'il joue avec ses grenades dans les mains un peu comme un anti-stress. Et je pense qu'il doit décharger une certaine tension, mais là, c'est plus ton domaine au niveau de la... Alors oui, très souvent, quand les gens ne sont pas forcément des professionnels, ils ont tendance à être stressés et donc ils vont s'accrocher un petit peu à quelque chose, et notamment la chose, entre guillemets, la grenade, parce que dans son fort intérieur, peut-être qu'il ne faut surtout pas que la grenade sorte de la poche et que les gens s'aperçoivent qu'il y a des grenades dans les poches avant qu'ils les jettent. Ça, quelque part, on peut pas vraiment être dans sa tête. Non, mais là, c'est du spéculatif. Donc, dans cette analyse, c'est sûr qu'il a les mains dans les poches. On voit qu'ensuite, c'est les grenades qui sortent des poches. Donc, oui, ça arrive nerveusement, surtout chez les gens qui ne sont pas tout à fait habitués, de tenir un petit peu nerveusement l'outil, malheureusement, qu'ils vont utiliser un petit peu après. Ça peut être une feuille de papier, tenir une feuille de papier quand on va faire une démarche administrative et que c'est son passeport, on sait que c'est son seul passeport et qu'il ne faut surtout pas qu'on le perde. On va tenir, on a les mains moites, on va tenir un peu fort la feuille de papier qui va se plier un peu, ou le passeport. Ben, là, c'est pareil, mais à un autre degré, effectivement. En tout cas, moi, les autres personnes de la salle, elles ont l'air plutôt détendues. Si on analyse un peu le substrat psychique à ce niveau-là, les autres personnes de la salle, effectivement, tournent au début, elles voient la personne rentrer. Ça n'a pas l'air d'être un inconnu, ou tout du moins, même si c'est une personne qu'ils ne connaissent pas, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui les effraie plus que ça. Ils retournent la tête vers la discussion. Je pense qu'il parle de somme d'argent parce que c'est Sorak Piatiseci, c'est 45 000. Donc, à mon avis, ils doivent faire le budget ou de quelque chose comme ça. Là, il parle. Ouais, mais Il répète plusieurs fois les choses avec les grenades dans les mains. Dans les mains, ouais. Mets en pause. Ouais. Reviens un tout petit peu en arrière. Et regarde l'homme à l'extrême droite de la vidéo qui est à côté de la femme qui est assise là, la brune, contre le mur. Il l'a vu. Il a vu les grenades, il a regardé les grenades et il a baissé la tête. Avance encore un peu, tu vas voir, il va lever la tête et il va rebaisser la tête. Ok, je vois. Voilà. Lui, il l'a vu. On voit qu'il y a le regard au moment où il parle, il lève la tête, il regarde. Et il rebaisse la tête. Le son du percuteur. Ouais. Le pack. Là, tout le monde l'a très bien entendu et c'est là que tout le monde réalise qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression. Mais quand on calcule le moment où il sort ses grenades et le moment où il les percute, il y a combien de temps? Il y a 2-3 secondes. Bah attends, on va regarder. Ouais. Donc là, on est à 14 secondes. À 18 secondes, il parle. Ouais. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. Alors, je ne suis pas un expert en ukrainien, mais je ne sais pas si c'est Mojna ou Moshia. Mais Mojna, c'est « est-ce que je peux ?» Ouais. C'est ce que tu peux dire quand tu veux prendre la parole. Mojna. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ça qu'il dit. Et j'ai l'impression que les deux autres disaient aussi quelque chose avant. Donc, il faudrait que je regarde ce que ça veut dire Moshia. Mais... Alors, là, psychologiquement,
Le substrat psychologique, pour moi, il est peut-être intéressant à analyser ici, mais donc la première, juste avant d'enchaîner là-dessus, la première percussion, elle est à 22 secondes. Donc il se passe 4 secondes entre il sort les grenades, 4 secondes avant qu'il parle avec les grenades à la main, et de nouveau 4 secondes entre le moment où il parle avec les grenades levées Et la percussion. Et la percussion de la grenade. Donc, on est à 8 secondes de la sortie des poches à la percussion. Ouais. On est à 8 secondes, effectivement, de la sortie des poches à la percussion. C'est très long. Tu as une analyse à faire là-dessus? Pour moi, c'est très long. Il y aurait dû déjà y avoir une réaction, enfin, à mon sens. Déjà, parce que dès qu'il les sort, j'ai identifié une personne qui a au moins vu. Parce que lorsqu'il parle, on le voit, il lève les mains comme ça et il a les grenades dans les mains. Donc, en plus, en Ukraine, ce sont des hommes. La plupart ont fait leur service militaire. Tout le monde sait ce qu'est une grenade en Ukraine. Donc, il n'y a pas de confusion d'objets. D'autant qu'il y avait déjà eu des actions politiques violentes à ce moment-là. Voilà. Mais le plus intéressant tactiquement, il se passe là maintenant et un peu après. Ok, à mon ça sens. marche. Peut-être, petite parenthèse, parce qu'on essaie aussi d'apporter un petit peu de contexte de substrat psychologique. Oui. Est-ce que si tout le monde s'était tu, moi la question que je me pose, c'est est-ce que si tout le monde s'était tu et l'avait écouté, il aurait fait ses revendications avec les grenades à la main en parlant, et est-ce que là, il n'a pas percuté les grenades en voyant qu'en fait, il y a du brouhaha et que personne l'écoutait, même s'il tentait d'attirer l'attention? Là, c'est de la spéculation. Lui seul peut le dire. Mais c'est de la spéculation, mais j'ai l'impression que le brouhaha, tu vois, continue, même s'il il appelle en fait l'attention plusieurs fois. Après, c'est assez pertinent parce qu'en gestion des conflits, il faut toujours tout mettre en œuvre en matière de désescalade, quoi qu'il arrive. Donc c'est vrai que là, on voit un individu qui a un langage corporel qui n'est pas forcément normal. Il est clair que si la personne aurait eu la possibilité de s'exprimer, on sait toujours que le dialogue va de toute manière apaiser un conflit. Maintenant, si la personne était réellement décidée, elle serait peut-être quand même passée à l'acte. Tout à fait. C'est dans ce sens-là où je dis c'est de la spéculation. C'est ça, on ne peut pas savoir s'il serait passé à l'acte ou pas, mais voilà. Peut-être qu'il aurait pu y avoir un gain de temps, en tout cas, ou comprendre, en tout cas, les revendications de la personne. Tout à fait. Alors. Donc là, je te rejoins. Et c'est clair que là, il aurait eu la possibilité de s'exprimer, ou quelqu'un lui aurait dit « Mais monsieur, vous êtes debout, vous avez la parole, allez-y ». Quelqu'un qui aurait été formé à la gestion des conflits l'aurait certainement fait. « Monsieur, on peut vous aider en gros, exprimez-vous. Ouais. » Donc peut-être que ça aurait même précipité peut-être l'action. Enfin, c'était de l'ordre de quelques secondes. Hein. Donc voilà, ça se passe effectivement en 4 secondes à partir du moment où il prend la parole, de manière assez audible, hein, vu que c'est lui qu'on entend le plus. Ouais. Mais on a l'impression que même quand il parle, on peut regarder, donc c'est à 18 secondes, on peut regarder un peu le visage des gens autour quand il prend la parole pour voir s'il le regarde ou s'il continue de parler. Voilà, les personnes les plus proches de lui, donc cette dame-là et le monsieur en noir tout à droite, le regardent, effectivement, quand il parle la première fois. Et on voit que beaucoup d'autres ne tournent pas immédiatement la tête. Ok. Et là, il y a le sursaut de tout le monde quand ils entendent la percussion. Mais il y en a beaucoup, en fait, dans la salle qui ne le regardent même pas quand il parle. Oui. Tu veux qu'on poursuive? On poursuit. Ok. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que regarde bien le sens d'ouverture de la porte quand il est rentré. Donc, il s'ouvre dans le sens de la dame en noir qui est juste à sa droite, enfin à droite de sa position. L'ouverture se fait par la droite. Ouais. Voilà. Il y a eu un moment de sidération où personne n'a même osé bouger pour prendre la fuite. Ouais. Il y a le sursaut. Ouais. On entend d'ailleurs, c'était très audible, hein, la dame qui fait.
Ça, c'est voilà, typique. Elle a eu très peur. La dame d'à côté, blonde, se protège le visage, baisse la tête, se protège le visage. Vous voyez le mouvement de recul là, du monsieur qui tient son papier. Il regarde la grenade rouler. Ouais, Il regarde la grenade rouler à ses pieds. incrédule. Ouais, c'est... Ouais. Bah là, il y a des instants, effectivement, de sidération. Tu vois, la seule personne qui a l'air vraiment de se lever et de vouloir bouger, c'est la personne en blanc, à la Ouais. table à droite, qui vraiment se lève d'un seul coup. Mais il se lève pour se coucher. Ah non, il se lève. Et Ouais. il se lève et là, par contre, il reste bloqué. La première déflagration, elle a lieu à 26 secondes, donc 4 secondes après la percussion. C'est des RGD-5, hein, c'est des grenades de fabrication soviétique, grenades à main. L'équivalent de ces grenades-là, ce sont les OF1. En France, ce sont des grenades offensives, pas défensives. Donc, ça va être des grenades à surpression et non pas à fragmentation. Elles ne vont pas se fragmenter. Il y aura toujours des fragments, hein, mais le but n'est pas de générer de la fragmentation pour cribler les corps. Ça va être de créer une surpression atmosphérique. Voilà, donc il y a un rayon d'action plus faible qu'une grenade défensive qui, elle, va être chargée de libérer des éclats. Mais par contre, dans une pièce fermée, c'est dévastateur, puisque là, il y a l'onde de choc qui se propage et qui revient, ça rebondit sur les murs et ça revient. Ça fait un petit peu comme cocotte minute, hein. Donc là, les dégâts peuvent être assez impressionnants. Pour en revenir sur la situation tactique, ouais, grosse sidération. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas au moins eu une seule personne qui soit dirigée vers la porte, ne serait-ce que essayer de sortir. Mais ça s'explique justement par... Ouais, Mais pardon. ça s'explique justement par la non-identification des signaux faibles, en fait. Puisque ils n'ont pas eu le temps de se préparer eux-mêmes à une situation d'urgence. Ça va très vite, hein. Quand on identifie que quelque chose ne va pas, si quelque chose se passe, on est déjà beaucoup plus préparé et on agit beaucoup mieux que lorsqu'il y a vraiment, on est en totale détente et puis on passe de 0 à 100 en une fraction de seconde. C'est improbable, en fait, ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la probabilité perçue de l'événement, c'est improbable, et donc du coup, on est un peu incrédule devant Non, devant l'événement, et ça participe un peu à la sidération. Est-ce que toi, de ton expérience, tu as vu des gens dans un laps de 8 secondes comme ça, déjà, qui n'étaient pas forcément entraînés, mais est-ce que tu as cette expérience-là d'avoir vu des gens agir dans ce laps de 8 secondes? Alors pas dans ce type de scénario, hein. Mais oui, par exemple, lors de bombardements, par exemple, hein, des populations civiles que dès la déflagration passée, donc ils se mettent à l'abri normal, le chaos s'abat, hein, et tout de suite ça va aller chercher, à tort ou à raison, parce que parfois c'est se mettre en danger aussi, mais tout de suite vont aller chercher à porter secours à quelqu'un ou à prendre la fuite et se mettre à l'abri. Donc il y a tout de suite une réaction. Mais il y a des gens aussi qui, dans le même scénario, voire lors de la même scène, eux restaient figés. Voilà. Donc je pense que l'être humain, ça c'est mon avis, hein, c'est assez empirique, hein, de ce que j'ai pu observer, c'est assez inégal, hein, la répartition à la population de la réaction face à une situation d'urgence. Je pense que c'est un petit peu comme les capacités physiques, etc. On n'a pas tous la même génétique peut-être pour réagir d'une certaine façon. Et puis en fait, c'est très très difficile d'avoir des statistiques fiables sur ce type de tant de pourcentage de la population réagit de telle façon, tant de pourcentage réagit de telle façon, parce que, alors, je pense qu'il y a des études psychologiques qui ont été faites sur des simulations, mais en fait, sur des situations comme ça, très malheureusement,
il y a très très peu de rétex qui soient réels et très très peu de rétex fiables quand il y en a, parce qu'on connaît aussi psychiquement justement la distorsion du temps perçu. Donc c'est assez compliqué en réalité d'avoir ce type de données, de savoir combien de personnes ont réagi comme ça, comme ça, comme ça. Finalement, c'est dans l'analyse des vidéos, parce que maintenant on est dans une société qui prend de plus en plus en vidéo les choses. Oui. Donc malheureusement, c'est dans l'analyse de vidéos après que des atrocités comme ça se soient passées qu'on a le matériel pour peut-être faire une statistique, de là se dire, en tout cas, dans ce contexte-là, il y a l'air d'y avoir à peu près 0% des gens qui ont tenté de faire quelque chose dans les 8 secondes. OK. Est-ce que tu veux continuer la suite? La suite, c'est plutôt du matériel que je garde pour les formations, tu sais, sur le Stop the Bleed et sur la gestion des hémorragies et la gestion des, on va dire, des traumatismes Psychotraumatisme, etc. Ouais. et des psychotraumatismes. C'est pas l'objet du jour. Oui. Est-ce que tu identifies encore un substrat ou est-ce que tu veux Non, LADA dessus? Voilà, je pense qu'on pourrait poursuivre sur le LADA dessus. Ouais. Parfait. Ben, je te laisse introduire, du coup, le Oui, concept. alors est-ce que tu souhaites d'abord que je fasse une présentation un petit peu de ce qu'est la boucle LADA? Absolument. Vas-y, Derek. Ok, très bien. Donc, la boucle LADA, donc, c'est la version francophone, si je puis dire, l'adaptation francophone de la OODA Loop de John Boyle. John Boyle, qui était un instructeur de l'US Air Force et qui a mis en place cette méthode pour former donc les jeunes pilotes de la célèbre Top Gun. La OODA Loop, c'est Observe, Orient, Decide, Act. Observer, s'orienter, décider, agir. L'adaptation francophone est un petit peu plus détaillée parce qu'elle correspond un petit peu plus à notre culture et à notre façon de travailler dans la sécurité, dans la sûreté. Donc, OLADA, c'est observer, localiser, analyser, décider, agir. Donc, observer, c'est quoi? Observer, c'est la prise d'informations brutes. Il n'y a aucune analyse, hein, c'est du pur sensoriel. C'est je vois, j'entends, je sens, etc. Observer, localiser. Localiser, ça va être où est-ce que je me situe par rapport à la situation, où se trouve la menace, où se trouve ma famille, où se trouvent mes collègues, où se trouvent les éventuelles victimes, etc. Tout ce qui va pouvoir permettre d'orienter dans l'espace et dans le temps se trouve dans l'item localiser. Analyser, là par contre, ça va être de prendre ces informations spatio-temporelles et ces informations purement sensorielles et de les passer dans la moulinette cérébrale et d'analyser un petit peu ce qui se passe, analyser la situation. Ensuite, il va falloir décider de notre mode d'action. Donc, c'est prendre la décision, il va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est notre plan. Et agir, c'est le mettre à exécution. Parce que décider d'avoir un plan, c'est bien. Ne pas le mettre à exécution, ça peut poser problème. Donc, voilà un petit peu la boucle LADA. Maintenant, si on la transpose sur une situation réelle, parce que c'est bien beau d'avoir des algorithmes, des boucles, des acronymes, il faut voir un petit peu comment ça se met en place dans les situations réelles. Donc, on va reprendre la vidéo que nous avons eue. J'ai un petit peu commencé à regarder cette vidéo des formations professionnelles sous le prisme de l'OLADA. Voilà, si vous faites un peu attention à ce que Derek vient de dire, en fait, on en a déjà parlé un petit peu au fur et à mesure qu'on analysait. On a déjà pris, en fait, on vous a déjà décrit une partie de ces informations. Vas-y, Derek. Tout à fait, voire même presque totalement. Oui. Donc là, observons. Information brute, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une personne qui rentre dans ce conseil municipal, qui se tient debout et qui a un comportement plutôt curieux. Voilà, c'est du pur sensoriel, on voit. Ok. On localise. Donc la personne, elle passe cette porte, elle se retrouve dans la porte. Vous êtes spectateur. Hein, on va faire comme si vous étiez le spectateur un petit peu de cette scène. Vous êtes assis à côté de ce monsieur en noir et vous tenez la caméra pour filmer le conseil municipal. Et en face de vous, cette personne rentre, bloque le passage avec la porte. C'est curieux, signal faible. D'accord, très bien, on localise, hein, il est là, il y a
Madame la maire qui est en blanc, monsieur le conseiller municipal, et puis les membres du conseil municipal en face, les administrés. Ok, nous avons localisé. Donc on analyse la situation maintenant. Ok. Pourquoi ce Bah, monsieur-là? oui, oui, oui. Tu viens un petit peu de le faire aussi. Tu as localisé, tu as regardé le sensoriel et tu as commencé un petit peu à te dire, oula, attends, il est devant la porte. Voilà. À vrai dire, cette boucle au Il LADA, est entre moi et la porte, en réalité. cette boucle au LADA, c'est un processus, même après, il devient un processus cérébral, hein, un processus de réflexion qui est quasi instantané. Mais elle donne en fait une méthode de réflexion. Elle peut se faire de manière quasi instantanée ou elle peut se faire de manière beaucoup plus méthodique et sur un temps beaucoup plus long dans un bureau d'analyse. Ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire. De manière très, bien sûr, de manière succincte pour que ça tienne dans un format vidéo. Mais Oui. on a, nous, le temps de stopper le temps quelque part et d'analyser quasiment frame par frame. Voilà. Donc, on poursuit un petit peu la vidéo. Donc, la personne, bon, il y a un petit peu de brouhaha, ça discute. Et là, d'un coup, la personne se met à parler et sort des grenades de ses poches. Voilà. Là, on est de nouveau, vous avez vu la boucle là? On est revenu à observer. C'est pour ça qu'on parle d'une boucle. C'est-à-dire que dès que la situation évolue, pouf, on revient au début. On observe, on reprend l'information brute. Derek, est-ce que tu Oui. veux juste mettre le décider, agir du coup, après l'analyse du début, c'est que Ben, là, en fait, le effectivement, décider à agir, si on voit le moment où il a jeté les grenades, il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu d'action. Ça, mais même c'est. avant, finalement, si on se place au niveau du caméraman, comme à chaque instant, il y a un holada différent, il y a des informations de Ouais. ces différents niveaux qui arrivent. Finalement, la première décision, ça a été, OK, bon, il se met entre moi et la porte. Qu'est-ce que je décide? Je continue de filmer et Je continue de j'agis. filmer. Je continue de filmer. Voilà. Si on considère que la non-décision, la non-action est une décision et est une action. Tout à fait. Après, si ça se trouve, la personne était, ou certaines des personnes dans la salle étaient, la décision, c'était, oh, je vais me méfier de ce mec-là, je vais regarder ce qu'il fait avec ses mains. Tu vois, ça aurait pu être ça aussi. C'est une décision qui n'est pas visible dans la vidéo parce que là, pour le coup, c'est du processus intrapsychique. Ouais, mais pour moi, leur réaction face aux grenades qui sont sorties et jetées viennent contredire le fait qu'ils aient réellement identifié qu'il y ait eu réellement une menace. Parce que je Donc, pense ils n'ont pas que. décidé qu'il y avait une menace et ils n'ont pas décidé d'agir en conséquence, en fait, dans cette Voilà. situation. Donc là, en fait, il y a une. Il n'y a pas eu d'analyse en fait de la situation et donc forcément il n'y a pas eu d'action. C'est ce qui tue les intervenants. Hein. Ça on pourra en reparler après de sécurité civile, etc. Ce qui peuvent tuer les différents intervenants, les témoins, etc. C'est pas d'analyse ou une mauvaise analyse, pas de décision, pas d'action ou mauvaise décision, mauvaise action. Et tu pourrais peut-être le préciser un petit peu, mais j'ai l'impression que dans la boucle OLADA, ce qui se passe, c'est que chaque lettre précédente conditionne aussi la qualité de l'action suivante. Si tu Totalement. n'as pas une bonne observation, finalement, ta localisation, elle peut être biaisée, tu ne vas pas localiser correctement, tu ne vas pas analyser correctement, donc forcément, ta décision, elle se basera, elle peut être une décision très bonne, mais basée sur des informations qui ne sont pas réelles. Du coup, c'est une décision bonne, mais qui n'est pas adaptée à la situation. Et donc, l'action sera, le résultat de l'action sera pas bon. Totalement. Et cela se traduit de manière flagrante, par exemple, dans la gestion de crise institutionnelle, où le observé, ça va être la réception des informations des différents canaux de communication. On va recevoir des éléments du préfet, on va recevoir des éléments du PC de la sécurité civile, PCD du SDIS, etc. On va recevoir des éléments de la direction de la police nationale. Mais ces éléments peuvent être trompeurs parce que eux ont aussi leur propre analyse qui n'est peut-être pas forcément bonne. Et donc, le décideur qui va devoir gérer cette situation de crise va se baser sur de mauvaises informations, donc sur une mauvaise observation. Et lorsqu'il va devoir passer à la phase d'analyse, lorsqu'on analyse
avec des données erronées, forcément le résultat il est erroné. Et ça Mm. se retrouve à l'échelle individuelle, hein. Il suffit que on n'ait tout simplement pas vu, parce que ça arrive, hein, on n'a pas forcément de sixième ou septième sens, ça n'existe pas. Si on ne voit pas la chose, on ne peut pas y réagir. Et Très comme bien. tu le dis, chaque lettre conditionne la suivante. Parce que tu ne Mm. peux pas, par exemple, agir si tu n'as pas décidé de faire quelque chose, et tu ne peux pas décider de faire quelque chose si tu n'as pas analysé déjà avant toutes les données que tu avais entre les mains. Mm. Ouais, et donc, il faut vraiment, pour avoir une action qui soit particulièrement à propos, adaptée, proportionnée, efficace, il faut vraiment que chaque étape du processus soit Ouais, optimale. tout à fait. Mm. Ça marche. Tu veux continuer au niveau de la vidéo? Oui, je pense que là, bon, c'est assez parlant, hein. Je pense on a assez bien exprimé le HOLADA. On a bien vu que là, la phase d'analyse, Alors, on voit forcément, qu'à ce moment-là, ouais. l'analyse est un petit peu plus, on va dire, explicite, Mm. de la part notamment de la personne en blanc qui se lève directement et qui Oui. finalement décide d'agir. Mais Mm. c'est très, très, très difficile de se mettre en réalité à leur place au niveau psychique parce qu'il y a il y a le cerveau du stress, hein, qui se met vraiment en œuvre. Et donc, est-ce qu'il a pas bougé parce que finalement il était sidéré? Est-ce qu'il a fait un début d'action ou est-ce que c'était une action désordonnée en fait et il s'est levé mais il savait pas vraiment où est-ce qu'il allait? Est-ce que finalement il n'a pas eu le temps parce que il s'est levé tard finalement? Ouais. Mais je pense que là, la grande question, c'est comment on fait pour éviter ça? Ouais. Euh, Comment on fait lorsqu'on fait partie du public, là, et qu'on se retrouve confronté à cette situation? Comment on fait pour justement essayer d'avoir une réaction qui nous permette d'optimiser nos chances de survie? Parce qu'attention, c'est pas. Ah, c'est pas un coup sûr, ça, Voilà. c'est sûr. Donc ouais, effectivement, on passe dans la troisième partie Mm. de notre analyse, qui va être qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment est-ce qu'on peut tenter d'adapter la pédagogie pour se former et tenter d'être efficace si on est face à une situation similaire? Mm. Toi, quel est ton avis là-dessus? Alors, avec un gros disclaimer qui est que dans des situations comme ça, on sait vraiment, on ne peut pas être sûr à 100 de comment est-ce qu'on va réagir. Mm. Si on, voilà, et quand bien même on en a déjà vécu, il y a une autre situation, on ne sait pas comment on va réagir sur la deuxième. Enfin, on a une idée, c'est plus probable qu'on réagisse et qu'on réagisse de manière plus efficace si on est entraîné. C'est à ça que sert l'entraînement, sinon personne Oui, ne s'entraînerait. tout à fait. C'est de garder garder le plus possible d'actions efficaces de toutes les capacités OLADA finalement. Toutes les Oui. capacités OLADA, elles soient gardées au maximum de leur efficacité, malgré une psychophysiologie du stress qui prend de plus en plus le dessus sur les capacités. Donc, malgré ce gros disclaimer-là, effectivement, on voit qu'on peut, au niveau pédagogique, augmenter les capacités d'observation, situation awareness, C'est ça. Ouais. pour réagir plus à temps et peut-être, donc pour moi, ce serait donc au niveau de l'observation, au niveau de la localisation, être un peu plus aware que la personne est peut-être devant la seule issue dès le début. Mhm. Et ensuite, je laisse à ton expertise. Mais en tout cas, c'est deux points sur lesquels j'entraînerai, moi, en tout cas, Mais parce que ce les sont les deux premiers. points qui sont fondamentaux. Je te rejoins totalement. C'est vraiment la conscience de la situation, hein, ce qu'on appelle le situational awareness, c'est la conscience de la situation. Et je pense qu'en fait, et ça devrait être une invariable sur tous les, par exemple, en sécurité civile, en sécurité, en sûreté, c'est vraiment d'avoir une véritable culture de la sécurité, une culture de la sûreté. Chose que l'on n'a pas forcément. Ça, ce n'est pas forcément inné. Donc, je pense que, en effet, être formé à capter l'information et à la traiter correctement, c'est quelque chose qui peut clairement optimiser
notre réaction face à une situation d'urgence. Celle-ci ou une autre. Là, on peut pas former tout le monde à réagir à toutes les situations. Là, clairement, quelqu'un qui rentre dans une salle avec 2 grenades, c'est hautement improbable. Enfin, je ne sais pas si jamais tu vas à un conseil municipal ou moi, si je m'y déplace, je ne m'attends pas forcément à ce que quelqu'un rentre avec une grenade. Par contre, que quelqu'un rentre et ait un comportement qui ne soit pas adapté, ça, par contre, bon, je le remarquerai. Et d'autres le remarqueraient aussi. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir été formé à repérer ces signaux faibles qui pourraient indiquer que quelque chose pourrait se passer. Pas forcément de cette gravité, mais que quelque chose pourrait se passer et que il faut se tenir préparé. En sécurité civile, ça pourrait être une bonne. Je me demande si du coup un bon exercice, ça pourrait être de faire plus attention au niveau d'une mise en situation, par exemple, et d'avoir quelqu'un qui va obstruer la seule issue, et de peut-être porter un peu attention sur quels sont le nombre d'issues, comment est-ce qu'elles s'ouvrent, est-ce qu'elles sont bloquées par quelqu'un, est-ce que la situation change au fur et à mesure, et que au début, quand on intervient, par exemple, admettons que ce soit une scène où il y a une victime dans la salle, on a une équipe de 2 secouristes ou plus, ou des pompiers qui viennent, et on a quelqu'un qui se met devant la porte comme ça. Alors les pompiers sont un petit peu plus entraînés à gérer les accès et tout ça, parce que ce sont des professionnels là-dessus, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment dans les associations agréées de sécurité civile. Est-ce que ce serait un bon exercice de mettre un peu plus systématiquement des obstacles comme ça, même si les obstacles n'ont pas forcément de velléité agressive, mais d'entraîner justement le L du Holada, et peut-être d'entraîner un petit peu aussi sur des signaux faibles où la personne ne va peut-être pas sortir une grenade, mais en tout cas, elle a un air bizarre, elle a les mains dans les poches et elle est devant la porte. Bien sûr. Alors, pédagogique. Pour moi, au niveau pédagogique, c'est essentiel de le mettre même dans toutes les MSP, dans toutes les mises en situation professionnelle. Pour moi, il faut mettre cet élément-là. Et plus important tout, qu'est-ce qui va vraiment l'entraîner? Ça va être le débriefing de la situation. C'est-à-dire reprendre l'apprenant, le replacer dans la situation, lui dire, OK, qu'est-ce que tu as observé? Où est-ce qu'était telle personne? On reprend le Holada et on va lui demander de voir ce qu'il a perçu dans chaque item. Ce qui fait que par la répétition des mises en situation, de lui-même, l'apprenant, va se dire, on m'a demandé ça, on m'a demandé ça, on m'a demandé ça, on m'a demandé ça. Donc, je vais essayer de prendre un maximum d'éléments sur ces éléments-là pour pouvoir les restituer. Et en gros, lui faire pratiquer le Holada, ça deviendra pour lui une seconde nature. C'est-à-dire qu'il aura dit, voilà, on va lui poser la question à la fin, OK, qu'est-ce que tu as vu? Brut, sans analyse, qu'est-ce que tu as vu? Oh, ben, il y avait quelqu'un qui était là, la victime était là, machin. Et apparemment, non, non, pas apparemment. Je te demande pas encore ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as vu? Ben, elle est par terre, elle saigne. D'accord. Très bien. OK. Elle était où? Ben, au milieu de la route, sur le trottoir, dans sa chambre, etc. OK. Très bien. Donc ensuite, analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, apparemment, il y avait un couteau à côté, elle s'est ouvert les veines. OK. Là, on est dans l'analyse. Décider. Quel est ton plan d'action? Ah ben, la première des choses, il faut stopper l'hémorragie. J'ai fait tel geste, telle action de secours, etc. Mon équipier, voilà. Passer mon bilan. Voilà. Et ensuite, on a agi. Lui a fait ci, j'ai fait ça, mon collègue a fait ça. Très bien. Il a fait un Holada. Si l'apprenant est en capacité, à la fin de chacune de ses mises en situation professionnelle, de restituer un Holada de cette manière, je pense qu'il aura de meilleures capacités d'intervention sur la situation. Et je pense que c'est même pour moi une grille d'évaluation. Je pense que vous pourrez même évaluer le stagiaire par le prisme de cette grille. OK. Finalement, les différentes compétences. Au LADA, chaque lettre devient une compétence. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire,
si on refait la grille de compétences, le stagiaire est-il capable de retranscrire l'observation brute? Le stagiaire est-il en capacité de se localiser dans l'espace et dans le temps? Le stagiaire est-il en capacité d'analyser la situation au regard de la grille, etc. Le stagiaire est-il en capacité de décider d'une action à mener en rapport avec son analyse perçue et non pas la situation telle que nous, on aurait voulu qu'elle soit en tant que Mhm. formateur. C'est-à-dire que parfois, nous, en tant que formateur, on s'imagine un scénario, Oui, on le met en place, mais c'est pas du tout ce que perçoit le stagiaire. ouais, tout à fait. C'est pas du tout ce que perçoit le stagiaire. Et là, je pense que c'est de la responsabilité du formateur de parfois prendre un peu de recul et de se dire, lui, il a vu ça. Comment il a réagi par rapport à ce qu'il a vu? Mhm. Parce que s'il a réagi parce qu'il a vu ça, c'est pas une faute ce qu'il a fait. C'est peut-être Oui, une tout à faute fait. par rapport à moi, ce que moi j'avais imaginé. Mais par rapport à ce que lui il a vu, ça n'en est pas une. On essaie de réduire un certain artefact Mm. d'observation par la simulation, par exemple avec des mannequins de haut niveau de fidélité, Ouais. euh, dans une action de soins ou dans une action de secours. On essaie de réduire certains biais d'observation par rapport à une situation réelle, parce que Mhm. forcément, on ne peut pas être dans la situation réelle. Mais on essaie de se rapprocher en fait le plus possible de la situation réelle pour éviter, au niveau pédagogique, d'avoir des biais d'observation qui viennent finalement brouiller. Et parfois, le stagiaire réagit à quelque chose qu'il a perçu, mais qu'il a perçu parce que la situation logistique de la salle de simulation ou de la scène était pas assez réaliste parfois. Donc, Tout c'est à sûr fait. qu'on essaie de Ah oui, combler ce gap-là, ce qui n'est pas toujours facile, parce que bon, on a tous des moyens un peu limités, oui, même mais je s'il te y a des prends. centres de Je simulation peux qui te sont... prendre une situation qui est concrète, hein. Formation incendie chez les pompiers. Donc, on se dit, s'il y a des tours de formation, etc., qui simulent les étages avec des appartements, etc. Donc, établissement d'une lance pour le binôme d'attaque, voilà, etc. Ben, le binôme monte, établissent leur lance et se font pourrir parce ils ont établi leur lance sur le niveau qui est censé être enfumé. Mais on ne leur a pas dit que le niveau était enfumé. Pour eux, c'est l'appartement. Hmm, Voilà, pour eux, il n'y a pas de fumée sur le niveau. Donc, ils ouais. étaient montés, ils n'avaient pas qu'appeler les aéries, voilà. Mhm. Mais Oui. par contre, le formateur les a torpillés, mais torpillés, Mhm. ben parce ils sont montés sans aérie, etc., pour Mhm. établir au niveau enfumé. Ouais. Donc là, Voilà, c'est un biais dû à la situation de formation et pas tout à fait. à un défaut d'observation du stagiaire. Ouais. Et ça, effectivement, il faut y être très attentif, surtout quand on veut former à être plus attentif, à être plus, Mm. plus observateur finalement. C'est sûr qu'on peut reprocher aux stagiaires, toujours de manière constructive, de ne pas avoir assez bien observé et donc de lui expliquer qu'est-ce qu'il aurait dû observer. Mm. Mais c'est sûr que pour cela, il faut lui donner le substrat Oui, d'observation. Ouais, ouais. tout à fait. Pour wrap up un petit peu ça, pour résumer un petit peu et revenir un petit peu sur les facteurs Mm. psychiques, comment les facteurs psychiques ont pu impacter chaque étape de la boucle OLADA au niveau de l'observation? euh, Qu'est-ce que tu dirais? Alors, au niveau des facteurs psychiques, alors c'est moins mon domaine hein, de l'analyse psychologique, etc. Mais je pense que euh, le fait qu'il n'y soit pas préparé et qu'il n'ait aucune préparation a créé cet état de sidération. Donc, ce sont les trois réactions possibles à un stress aigu, hein. Ça va être soit la sidération, la fuite ou le combat. Là, le fait qu'il n'y soit pas préparé, ben, les a complètement sidérés et cloués sur place. Et ce qui Hmm. malheureusement s'est engendré par un grand nombre de victimes. Euh, c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus, hein, sur cette vidéo notamment. Moi, au niveau de l'observation, si tu veux mon avis, au niveau de l'observation, il n'y a Mm. pas tant de, il n'y a pas tant de biais finalement cognitifs que ça, parce que les gens le voient. Donc, ils Mhm. prennent l'information sensorielle, ils entendent la clenche de la porte, ils entendent,
ils voient la personne, il y en a qui tournent la tête et qui ensuite retournent la tête vers la discussion. Donc, ce n'est pas forcément au niveau de l'observation que l'impact, entre guillemets, par exemple, de l'effet tunnel des deux personnes qui sont en train de débattre sur la somme à louer à je ne sais quoi. Peut-être qu'effectivement, ça a joué, mais ça n'a pas forcément joué au niveau de l'observation. Au niveau de la localisation, beaucoup plus. Oui. Parce que, en fait, personne ne semble se préoccuper du fait que la personne reste devant la porte. C'est vrai. Donc, peut-être que l'effet de tunnel de la discussion un petit peu envenimée, ou du débat, en tout cas, sur la somme dont ils parlent, occupe beaucoup plus leur esprit que ça. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que sur l'observation, tu vas faire beaucoup plus attention à quelque chose pour lequel tu es primé, quelque chose pour lequel tu es amorcé, en fait. Ouais. Donc, forcément, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais si tu as vu une attaque à la grenade la veille en vidéo, tu vas faire beaucoup plus attention. Et si tu regardes la vidéo qu'on est en train de faire, forcément, demain matin à ton conseil municipal, demain midi à ton conseil municipal, tu vas regarder la porte différemment. Ça, c'est sûr. Donc, bon, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait un mec qui reste devant la porte quand même demain. Et donc là, c'est sûr, tu lui diras, monsieur, restez pas devant la porte, mettez-vous derrière. Si tu bloques la porte, là, tu dis, il y a quand même un problème. C'est un signal un peu plus fort. Ouais. Bien sûr, je tiens à préciser que toute l'analyse qu'on fait n'est pas du tout en manque de respect aux personnes qui sont sur cette vidéo. Toutes les analyses qui sont faites dans un esprit de pédagogie, et on remercie en fait c'est toujours très compliqué parce que ces vidéos-là ne viennent pas toujours de sources officielles, mais on sait que les sources officielles ont une énorme difficulté à justement donner du contenu factuel et du contenu, on va dire, à pouvoir analytique fort. Donc, je ne suis pas totalement pour le fait que des vidéos comme ça circulent librement sur Internet. Cependant, aujourd'hui, c'est à peu près le seul moyen pour nous d'avoir du matériel pédagogique très concret, et les dommages des personnes qui ont subi ce jour-là et qui a été filmé, et leurs familles, on n'analyse pas ces vidéos-là à la légère. On les analyse toujours avec conscience que ces personnes-là, les victimes et leurs familles, ont subi quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, le but va être que d'autres personnes ne subissent pas ça. Voilà. Je tenais quand même à le préciser dans les analyses vidéo. Ouais, tu fais bien. Et j'espère que tous les gens qui regarderont cette vidéo auront ce même esprit et ne regarderont pas simplement par amateurisme de sensations fortes. Ouais. Ou par voyeurisme morbide. Ou par voyeurisme morbide, ce qui existe beaucoup. C'est un autre sujet, et peut-être que j'inviterai Yacoub à en parler de ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qu'on a vu et subi. Et c'est un autre sujet, mais au niveau de la psyché et comment la psyché fait évoluer la situation, on sait que malheureusement le voyeurisme morbide aujourd'hui est une cause de suraccident, une cause de multiplication des victimes. Pour continuer là-dessus, effectivement, je pense qu'au niveau psychique, c'est plus la localisation qui a été impactée. L'analyse a été impactée par le fait qu'ils n'étaient pas primés. Donc, du coup, c'était moins probable dans leur tête qu'il se passe ça. Donc, tu fais moins confiance, tu diminues un petit peu l'input, le visuel finalement que tu as, où tu vois quelque chose qui sort de la poche, mais finalement, tu n'es pas concentré dessus. Ouais. Donc, ça se trouve, tu l'as vu, la grenade. Mais oui. Pour toi, c'était juste un truc brillant qui sortait de machin. Bon, ok. Donc, je pense que ça a touché l'analyse, ça a touché la localisation et l'analyse. Et ensuite, effectivement, c'est la sidération qui a bloqué la décision et qui a bloqué l'action. Totalement. Pour moi, c'est plus l'analyse que je ferais au niveau des facteurs psychiques. Donc, sur un ton un peu plus léger, même si la situation est quand même dommageable
pour la victime et que ce soit probablement un peu plus évitable, on va analyser la deuxième vidéo du jour. Est-ce que tu veux que je lance la vidéo? On regarde toute la vidéo et ensuite on en parle. Déjà, rien qu'à l'image fixe, il y a déjà plusieurs choses qui choquent. Cette fois-ci, on va commencer par le Holada et je parlerai du psychique après, parce que c'est peut-être un peu plus facile de voir un peu plus facile d'analyser tactiquement que le substrat psychique qui arrivera peut-être après. Alors, observez, prise d'information brute. On voit un secouriste qui tire un brancard avec une victime installée dessus. Un autre ambulancier ou un infirmier derrière en vert avec les bandes blanches réfléchissantes en bas qui marche à côté visiblement. Un policier, on voit qu'il a une matraque ou un agent de sécurité, je ne sais pas, dans ce pays, qui se retrouve à la porte de l'ambulance. Et un troisième secouriste ou brancardier ou ambulancier qui est derrière. On voit que les jambes pour le moment. Ok. Donc là, si on analyse un petit peu sur l'image, ce qu'on voit, on voit qu'il tire le brancard, mais bon, déjà le sens de déplacement du brancard, les pieds devant, logiquement, c'est pas dans ce sens-là qu'on se dirige. Il est tout seul à tirer le brancard, c'est le plus grave d'ailleurs. Hein. Il est tout seul à tirer le brancard. Il peut se passer plein de choses. Voilà. À une main. À une main. Même à deux mains, ça pourrait mal tourner, mais pas de à maîtrise. une main. Non, mais il y a quasiment aucune maîtrise en fait Ah, il n'y en a absolument aucune. Surtout que pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des brancards, toutes les roues sont directionnelles sur les brancards. C'est-à-dire que c'est comme un caddie au supermarché, ça peut tourner dans tous les sens. Donc à une main et en tirant par devant, il peut se passer tout et n'importe quoi. Décider à agir, donc bon, là, si on est intervenant, bien évidemment, c'est de refaire les gestes conformes. Hein. Donc décider de refaire le geste en conformité et en sécurité, en étant au minimum à deux, dans le bon sens de progression pour avoir un contrôle du brancard. Et agir, bien sûr, la mettre en action. Au niveau de l'observation, je vais être un petit peu pédant, mais on voit que c'est le 112 et une plaque qui a l'air européenne. On peut se dire, avec la végétation en plus, on peut se dire que c'est probablement un pays d'Union européenne vers la Méditerranée. Et les écritures en dessous, je ne sais pas ce que c'est le logo ISG, mais en tout cas, c'est d'ici qu'a priori provient la vidéo. Mais il y a des lettres grecques en dessous. Donc, est-ce que ça se passe en fait dans un pays du sud de l'Europe? Dans tous les cas, on peut s'identifier à ce type de situation, étant donné que ça se passe quand même a priori en Union européenne. Tout à fait. Et ils ont des standards en matière de secours et d'intervention. Hein. Ils sont normalement standardisés. Voilà. Et voilà. Bon. La vidéo va pas plus loin ensuite, c'est de la pub Instagram. Ouais. Ok. Hop. Ok. Est-ce que tu veux faire une Olada à un autre moment? Oui, on peut observer. On observe donc que le brancardier tire à une main le brancard. Je vois encore le deuxième qui l'accompagne, mais qui ne semble pas l'aider dans sa progression. On ne dirait pas. Hein. On voit donc la victime installée. On voit qu'elle a été scopée. Elle a les électrodes sur le corps. On voit qu'elle est probablement également, qu'elle a une voie, elle a une poche, certainement. Donc, elle a été perfusée à un moment ou à un autre. On ne sait pas de quoi souffre la victime. C'est probablement pas traumatique parce que je ne vois pas ni d'attelle cervico-thoracique, ni de collier cervical. Le matelas à dépression n'a pas l'air particulièrement Il est pas bien, non, il n'a pas été dépressurisé. ouais. Et il y a qu'une seule sangle qui attache au brancard, mais il n'y a pas de sangles du mid qui ont été mises. Ouais. Là, on peut imaginer autre chose que quelque chose de traumatique. Bon, clairement, l'analyse,
comme on le disait, c'est ni fait ni à faire, quoi. Il n'y a aucun contrôle sur le brancard. Forcément, à la prise du virage pour entrer dans l'établissement de santé, le brancard va finir par basculer, c'est ce qui s'est passé, hein. Et là, la victime chute lourdement et se cogne également sur le montant de la porte vitrée, ce qui clairement lui a causé des dommages. Pour moi, il y a eu là, il y a quand même du dégât. C'est-à-dire d'être une personne d'un certain âge. Donc, ce sont des personnes qui sont quand même fragiles, même d'un point de vue osseux. Donc là, ils étaient partis pour quelque chose qui n'était pas traumatique, qui était peut-être grave, hein. C'est un trauma crânien, là, en plus. Hein. Mais là, voilà, il y a Impossible trauma crânien, là. Bah là, regarde, nouvelle analyse. Et regarde, il y a eu un trauma, appuie sur pause. Hop, la personne chute. Regarde l'intervenant qui vient au niveau de la tête de la victime. Et dis-moi ce que tu en penses. Ok. Déjà, je vois que l'intervenant est en sandales. C'est vraiment pas le plus pratique, en tout cas, pour être à l'aise dans ce type d'intervention. Il essaie, je ne sais pas si dans sa tête, il essaie de remaintenir l'axe de la tête de la victime, mais en tout cas, s'il essaie de maintenir l'axe de la tête de la victime, c'est pas en prenant le mid comme un sac qu'on le fait. Non, clairement, il soulève la victime par la tête en tenant le mid. Alors bon, il y a d'autres qui le font, mais on voit que le haut du corps se soulève avant. En fait, les secouristes de l'autre côté ne sont pas prêts. Ils soulèvent pas en même temps. Il n'y a pas maintien d'axe, effectivement. Moi, oui, c'est... il y a une mobilisation excessive de la victime. Pour le coup, traumatisée. Parce que là, il y a clairement eu une chute, un choc double, choc avec le sol et choc avec le montant de la porte. Donc, au niveau du thorax, il y a peut-être des clavicules. Donc, il y a pu avoir des traumas au niveau des clavicules et un trauma du rachis suite à la chute. Et là, la personne arrive au niveau de la tête et soulève le mid. Donc, en sortant de l'axe tête-coutron. Donc, ça peut potentiellement aggraver l'état de la victime. Donc, bon. À noter que c'est déjà aussi l'une des personnes qui participe à la première erreur, en n'aidant pas le collègue au brancardage. Si on revient sur le substrat psychique, est-ce que le fait d'avoir commis cette première erreur n'engendre pas un stress qui va lui faire commettre une seconde erreur? Moi, si j'injecte un petit peu de substrat psychique au niveau des différentes étapes de Olada, effectivement, on voit qu'ici, il n'y a pas de réelle observation de la situation. J'ai l'impression que la personne a fait ça un petit peu mécaniquement. Elle pense à autre chose. Elle ne regarde pas la victime, elle ne regarde pas comment le brancard avance, bouge, se comporte. Et ces sensations aussi physiques du toucher n'ont pas l'air de lui indiquer tout de suite que le brancard il est en train de vriller. La deuxième personne à côté, au début, je croyais qu'elle avait la main sur le brancard pour accompagner et stabiliser le brancard, mais ce n'est pas le cas. En fait, on voit que la main elle passe derrière, on voit que la barre jaune est devant la main. Devant la main, ouais. Donc, en fait, la personne ne tient pas le brancard, n'aide pas à la stabiliser. Possiblement qu'il pense également à autre chose. On voit qu'il a les feuilles dans la main, donc c'est peut-être lui qui va c'est peut-être lui qui va devoir écrire ce qui s'est passé, faire le rapport, discuter avec les professionnels de santé de l'établissement. Il est peut-être déjà en train de penser à ça. Alors, c'est très courant hein, dans quand ça s'enchaîne, quand les journées s'enchaînent comme ça, là, on voit qu'il y a clairement des négligences, ça c'est sûr. Est-ce qu'elles sont dues à un mauvais niveau de formation ou est-ce qu'elles sont dues au fait que les personnes ont été formées mais sont tellement en train de penser à autre chose parce qu'ils sont tellement dans l'urgence de quelque chose? Donc, il y a le stress, il y a la rapidité, il y a la fatigue qui
qui peut faire ça. Je ne suis pas en train de trouver des excuses, ou je suis pas en train- je Non, oui. émets des hypothèses sur les substrats psychiques qui peuvent contribuer à l'arrivée d'une situation comme ça, au fait qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc là, il ne maîtrise pas l'observation, ça c'est sûr. Il ne maîtrise pas la localisation, parce que la position des personnes par rapport au brancard, le fait qu'il y a probablement une montée, une pente à l'entrée du bâtiment, ce qui amène encore plus le brancard dans cette position-là. Ils sont clairement dans autre chose. Et là, je te rejoins effectivement à ce niveau-là. Quand la personne ici se rend compte que le brancard est tombé, là, il y a un niveau de stress très important qui peut être causé par plein de choses, par non seulement la peur pour la victime, mais aussi par la peur des conséquences que ça peut avoir sur sa carrière professionnelle. Voilà, tout à fait. Et donc, se précipite sur la victime pour tenter de l'aider. Et peut-être qu'il a été correctement formé au maintien-tête, à comment est-ce qu'on agit sur une victime traumatisée. Mais effectivement, là, il y a deux événements qui peuvent arriver. Enfin, il y a plein de phénomènes psychiques, mais il y en a deux principaux qui moi, me viennent en tête. Le premier, c'est il est dans une agitation désorganisée, en essayant avec un stress important, agitation désorganisée, il se précipite sur la victime, il essaie de la relever en fait, il essaie de la remettre sur le brancard comme si un petit peu de rien n'était, comme si rien s'est passé, regardez, hop, on la met sur le brancard. Oui. Mais consciemment, je ne pense pas que ce soit ça, mais inconsciemment, il y a un petit peu, hop, on remet le brancard le plus vite possible debout. Il y a un deuxième effet qui peut expliquer ça, c'est le fait que en arrivant et en agissant comme ça sur la victime, le fait qu'il soit surpris et qu'il y ait le stress comme ça, le traumatisme, en fait, pour lui, il n'est pas primé comme ça. C'est-à-dire que peut-être que ça fait une demi-heure ou 40 minutes qu'ils l'ont transporté dans le véhicule, et pendant 40 minutes, ils avaient en tête, je transporte quelqu'un qui a fait un SCA, qui a fait un malaise cardiaque, une douleur à la poitrine. Et donc pour lui, dans sa tête, quand il intervient, il n'a pas repris l'information. Là, ça arrive au niveau de l'observation et ça arrive au niveau de l'analyse, où en fait, le stress fait que il n'a pas changé de paradigme. Pour lui, c'est peut-être toujours, inconsciemment dans sa tête, c'est toujours une victime qui a, admettons, une douleur à la poitrine. Ce n'est pas une victime de traumatisme. Et donc, il la traite comme une victime qui a une douleur à la poitrine. Bon, même si même une victime a douleur à la poitrine, normalement, on ne la traite pas comme ça non plus. Mais en tout cas, il fait totalement fi du possible traumarachis. Oui, il ne veut pas, il fait un blocage par la situation d'urgence de l'évolution de la situation. Il fait un blocage sur la possibilité d'un nouveau traumatisme. Un peu comme quand un enfant, il casse quelque chose et il va essayer de les rapprocher les morceaux cassés pour dire non, il n'est pas cassé en fait. Quoi. Ça, c'est le premier processus psychique, Ouais, c'est le premier effectivement, processus, que j'ai présenté. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait que dans le stress, on a tendance à s'accrocher sur ce à quoi on s'est entraîné. Si là, pendant 40 minutes, il a été amorcé sur le fait que c'était un malaise cardiaque, oui. dans le stress, s'il n'a pas l'habitude de s'adapter comme ça, et ça peut nous faire une bonne transition pour l'aspect pédagogique. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire au niveau de Olada, ou est-ce que tu souhaites qu'on bascule sur les aspects pédagogiques? Au niveau de l'Olada, sur l'analyse décider agir, il y a d'autres personnes autour. Et pour moi, toutes les personnes présentes autour, je parle des professionnels, même l'agent de sécurité, ils ont tous une part de responsabilité dans la situation. Tout le monde, à un moment donné, aurait pu décider de dire à l'intervenant ou de l'aider, mais de lui dire, attends, là, il y a un risque pour la victime. Tous. Donc, je pense que tout le monde devrait être sensibilisé au fait que voilà, ça pourrait se produire. Maintenant, niveau pédagogique, heureusement, je n'ai pas eu vent, moi, de ce genre de situation en France, notamment.
Maintenant, de manière générale, je pense qu'il est quand même nécessaire de sensibiliser, voire même, pourquoi pas, diffuser ce genre de médias lors des formations pour simplement dire attention, même dans des gestes qui sont ultra répétitifs, comme le transbordement d'une victime et le brancardage au sein de l'établissement de santé, l'action de secours se poursuit jusqu'à la remise aux professionnels de santé. Et là, on montre pourquoi. Parce que de l'inattention, de la précipitation, ça peut aggraver l'état d'une victime et ça peut avoir des conséquences très graves, quoi. Mm. Je ne sais pas ce que tu en penses en termes de pédagogie. Je Bah pense là, que ouais. le simple fait de le montrer est assez parlant en soi. Le simple fait de le montrer est assez parlant en pédagogie, mais je pense qu'effectivement, on peut l'encadrer. Et ce qu'on voit souvent, notamment quand on apprend des gestes et qu'on les répète Mhm. beaucoup, 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 s'il n'y a pas de correction très régulière, Oui. le geste peut se dégrader. Mhm. Et donc, si le geste il se dégrade pendant 15 ans comme ça, sans qu'il se soit jamais passé, ça m'amène à un deuxième point pédagogique, mais sans qu'il se soit jamais passé malheureusement de situations punitives, de situations qui te met face à la réalité des conséquences que peuvent avoir tes Oui. gestes s'ils sont dégradés, bah, ça continue de se dégrader, continue de se dégrader. Donc pour moi, ça met en emphase le recyclage des formations. Voilà. L'importance du recyclage des formations, de devoir recorriger un petit peu les petites imperfections de gestes pour essayer, Mhm. même en cas de stress, de coller toujours le plus à son entraînement. Ouais. Et la deuxième chose, très souvent, quand on apprend des gestes un petit peu techniques comme ça, comme le brancardage, etc., on va avoir, dans la plupart des formations, une correction immédiate. C'est-à-dire, hey, non, regarde, ta position, elle n'est pas bonne. Hey, non, regarde, non, 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 faut que tu te mettes, faut que la tête de la victime soit devant. Non, 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 il faut, etc., etc., etc. Parfois, et c'est même souvent en réalité, psychologiquement, je peux te dire que la mise face à la conséquence d'un mauvais geste Où tu vas en venir, ouais. fait ancrer dans la Mhm. mémoire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus l'importance Mhm. de bien maîtriser le geste et de bien faire attention, de bien observer, de bien localiser, de bien analyser, de bien décider et de bien agir. Parce que dans beaucoup de mises en situation, alors ça peut se comprendre aussi, on n'a pas toujours le temps, quand on fait des formations et qu'on a une vingtaine de stagiaires ou une douzaine de stagiaires, on n'a pas tous le temps de leur faire passer sur les choses, on n'a pas tous le temps de les laisser se planter, entre guillemets, pour utiliser l'exemple Mhm. ensuite comme ça. Et bien sûr, il faut toujours que ça se fasse dans un but pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas Voilà. laisser la personne se planter en disant hey, regarde, t'es nul, tu maîtrises pas les gestes. Non, non, non. Non, c'est ce que j'appelle l'échec contrôlé. Complètement. Quand ça Mhm. arrive, il faut justement se servir de ça pour dire OK, vous avez tous vu là maintenant, c'est pas pour te stigmatiser toi, Mhm. mais voilà ce qui se passe lorsqu'on ne maîtrise pas, lorsqu'on n'a pas bien maîtrisé l'observation, lorsqu'on n'a pas bien maîtrisé la localisation, qu'on n'a pas bien analysé, parce qu'on n'avait déjà pas bien observé, qu'on n'avait déjà pas bien localisé, qu'on n'a pas bien décidé, parce qu'on n'avait Mhm. pas bien analysé de toute façon. Et que ensuite, ou alors, parce que voilà, dans un stress, dans de la précipitation et tout ça, bah, nos capacités d'analyse, nos capacités d'écoute, elles diminuent, elles diminuent. Donc, Tout à fait. peut-être que là, ça donne un électrochoc, un petit peu, une prise de conscience. Ça donne une prise Mhm. de conscience, en fait. Et qui est beaucoup plus forte que de se rappeler que son formateur nous disait toujours hey, fais attention, mets-toi là. Hey, Mhm. ça n'a pas le même impact psychique. Oui, non, Donc, ça a pas le même heureusement, impact. je Ouais. préférais qu'on fasse ça avec un mannequin. Alors, pas un mannequin haute fidélité parce que ça coûte très cher, mais À 10 on 000 n'a pas balles, besoin d'un ouais. mannequin haute fidélité pour pouvoir former au brancardage, déjà d'une. Mhm. Mais ce type de situation, parfois, il faut accepter un petit peu que nos vieux brancards de simulation ils soient un petit peu maltraités Oui. pour peut-être ancrer un peu mieux l'importance de certains points de contrôle. Oui, parce il y a des phases qui sont critiques hein, dans le brancardage, je le rappelle. Il n'y a pas que la manœuvre comme ça pour se déplacer avec un brancard. Ça, c'est l'une des phases qui peuvent poser des problèmes de sécurité. Mais les phases de montée et de descente de l'ambulance sont des phases extrêmement critiques. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les brancards que les paires de jambes
du brancard sont escamotables, c'est-à-dire qu'elles vont se glisser dessous le brancard à la montée et elles vont redescendre à la descente. Et donc, il y a des clips de fixation. Si c'est pas clipsé, eh ben, lorsque le brancard est en appui contre le sol, eh ben, ça tombe. Et ça peut être clipsé que partiellement, c'est-à-dire que les roues arrière peuvent être bien enclenchées, mais pas les roues avant. Vous imaginez ce C'est une qui se passe. situation qui arrive beaucoup plus souvent, par contre. Effectivement. Exactement. Et j'ai même déjà vu le cas où à la descente du VSAV, heureusement qu'on fait des descentes à 2 voire à 3, surtout quand la victime fait un certain poids. On accompagne la descente et lorsque l'on relâche le poids sur le sol, hop, ça part. Obligé de mettre le petit coup de pied qui va bien sur la roue pour que ça vienne s'enclencher. Et on s'assure toujours que le brancard est stable avant de poursuivre le déplacement avec le brancard. Et à la montée, c'est la même chose. Parfois, on croit qu'on est bien, et puis en fait, ça se déclipse, et puis on se retrouve avec la tête de la victime qui tape contre le pare-choc de l'ambulance. Ça peut poser problème. Et je ne parle pas des situations. Bon, ça ne peut plus arriver sur les ambulances modernes parce qu'il y a des sécurités, mais sur des vieilles ambulances, le brancard qui sort qui sort de l'ambulance pendant que l'ambulance roule. Oh oui. Peut-être qu'on on peut arriver à retrouver sur le net une vidéo comme ça. Oui, j'en ai vu existe. passer. J'en ai vu passer. Peut-être un dernier point pédagogique, c'est Oui. peut-être ça justement, dans le stress, Ah oui. arrêter, réévaluer la situation. Tout à fait, exactement. Là, on est pile. Ne nécessite En fait, plus la même prise en charge. l'état de stress induit, là, le pousse à faire une erreur, mais là, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui existe autour. Il est complètement focalisé sur la victime. Mince, elle est tombée. Et il ne prend pas le temps. Alors, je ne sais pas si c'est le chef d'agré là, du dispositif ou quoi que ce soit, mais il ne prend pas le temps de dire oh, waouh, il se passe quoi? Elle est par terre, ok. Et de passer par une phase d'analyse de la situation qui va lui Refaire permettre une boucle LADA très de refaire rapide. une boucle LADA, exactement, et de prendre les bonnes décisions, la bonne action de secours. Donc, quand on forme en général des chefs d'équipe ou des chefs d'agré, on les force justement à ne pas rentrer la tête dans le guidon de la situation. En général, on les retient. Parce que le chef d'équipe qui était avant équipier, il a fait toute sa vie d'équipier pendant 2, 3, 4 ans, et puis il se retrouve à gérer 2 autres équipiers. Mais lui, dans sa tête, c'est encore équipier. Donc, il va vouloir aller sur action de secours, il va vouloir prendre la SAD, faire des tensions, voilà, faire son action de secours. Le rôle du chef, c'est de prendre du recul et justement de distribuer les ordres, parce que c'est lui qui aura fait ce travail d'observation, de localisation et d'analyse. Il aura établi le plan et il va donner la marche à suivre. Mais ça nécessite de prendre du recul, parce qu'il faut avoir une vision globale de la situation. Déjà pour la sécurité, pour éviter le suraccident, etc. La sécurité des intervenants, et ensuite pour avoir une meilleure vue de la situation pour la victime. Et là, le fait qu'il ait de suite couru, qu'il est revenu sur ses pas pour tout de suite essayer de réparer la bêtise qu'il venait de faire, les deux, parce que c'est un peu ça. C'est. Je pense qu'il y a de ça. Oui, voilà. Et clairement, il aurait fallu une bonne gestion de ses propres émotions pour avoir les ressources nécessaires pour prendre le recul et dire, OK, la situation maintenant, elle est telle qu'elle est, mais il faut prendre les bonnes décisions pour le bien de la victime. Ouais, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas en le rattrapant et en remettant le brancard droit que ça va arranger. C'est un autre type de victime maintenant. C'est une victime probablement traumatisée du rachis. Ok. Est-ce que ça peut être, si on en a le luxe, parce qu'on n'a pas toujours le luxe dans les formations, si on a le temps, peut-être que de sensibiliser déjà les équipiers secouristes, les équipiers secouristes, pas seulement les chefs d'équipe, à prendre du recul et pas se précipiter sur l'effet tunnel. Je pense qu'une des vertus de s'entraîner et de s'entraîner régulièrement,
c'est d'apprendre à sortir de cet effet tunnel. Parce que là, effectivement, Alors, c'est pas le seul mécanisme, mais il y en a un. Et quelles sont tes préconisations et à quel niveau tu penses que, de manière réalisable, ça peut se concevoir en formation? alors, évidemment, déjà à l'échelle individuelle, euh, déjà au niveau PSC, voire même geste qui sauve, il faut sensibiliser à l'effet tunnel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille en équipe, les équipiers, ils sont moins exposés parce qu'ils sont sous le contrôle du chef d'équipe. Donc, c'est le chef d'équipe qui va donner le tempo de l'action de secours en disant, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. On va faire comme ça. Et les équipiers le savent et attendent les instructions de leur chef d'équipe. Pourquoi? Parce que toute leur formation a été construite comme ça. Vous avez un chef et c'est le chef qui va vous chefer. Donc, pour moi, c'est dès la formation initiale du secouriste PSC qu'il faut sensibiliser à l'effet tunnel, à prendre son temps, à analyser la situation et à prendre un petit peu du recul sur la situation, à ne pas se précipiter. Je pense que le point, il est là. Quand on fait les formations en équipe, pour PSE2, etc., on apprend en fait, bien sûr, on peut reparler de ça, parce que si le chef n'est plus en capacité de pouvoir donner ses instructions, il faut que notre équipier puisse prendre le relais. Ça, on ne le fait pas assez, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre point. Il n'y a pas encore, en France notamment, cette culture du transfert de la compétence au sein de l'équipe. C'est-à-dire, il y a un chef, il y a des équipiers, point. Si demain le chef il se casse la jambe sur l'action de secours, les deux autres sont incapables ou moins capables de pouvoir prendre le lead. On le trouve, en fait, on arrive à avoir ce binôme qui fonctionne bien et cette prise de lead sur des équipes qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui Exactement. ont déjà une certaine expérience avec des équipiers secouristes qui font ça depuis très longtemps et qui, du coup, ont moins de stress lorsqu'ils agissent et peuvent garder un petit peu plus leurs moyens et donc, à force des interventions, sont de plus en plus observateurs. Je vais te prendre un exemple concret. Ouais. Un exemple concret pour les pompiers, par exemple, hein, les équipiers VSAV. Le chef d'agré, il va transmettre son bilan, par exemple, par tablette ou à défaut par radio. L'équipier n'est pas formé à la tablette ni à la radio. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne sait voir presque pas ou peu passer un message radio. Ouais. C'est de moins en moins vu. Peut-être dans certains SDIS, c'est plus ou moins vrai. Mais pour le bilan tablette, le bilan est de toute façon transmis par le chef d'équipe, enfin le chef d'agré, pardon, et l'équipier, lui, ne le touche pas. Donc, si, admettons, sur accident, le chef d'équipe est en incapacité de pouvoir transmettre le bilan, aucun des deux autres équipiers ne pourront être en capacité de transmettre le bilan. Ou alors, ils finiront par le faire, quitte à appeler le 18 avec le téléphone. Mais ce sera au détriment de la bonne marge de l'action de secours. Il y aura une perte de temps, il y aura une perte d'efficacité. Voilà. Il y a de toute façon un prix à payer à la non-formation des équipiers. Je pense qu'au niveau de la gestion justement psychique, de la gestion des facteurs humains en fait dans ces situations-là, j'ai pas réussi à retrouver de vidéos, de contenu vidéo particulièrement évocateur là-dessus. Mais si tu es d'accord, il faudrait peut-être qu'on trouve un contenu, si on arrive à en trouver, et qu'on analyse une situation où quelque part l'action de secours est décapitée au sens figuré du terme, parce que il n'y a plus la chaîne de commandement, tout simplement. Et là, il y a beaucoup de facteurs psychiques qui rentrent vraiment en ligne de compte. Ah oui, totalement. Il faudrait qu'on arrive à trouver ça. Ce serait très, très intéressant. Très bien. Eh bien, je te remercie, Derek, en tout cas, pour cette première session. On a analysé 2 situations particulièrement évocatrices dans 2 contextes très, très différents. Et on a vu que les substrats psychiques pouvaient parfois se recroiser, parfois être différents. On a vu que l'effet tunnel était là dans les 2 situations, par exemple. On a vu que l'absence d'amorce, le fait qu'au niveau de l'observation, il y avait du défaut d'observation. On a vu qu'au niveau de la localisation n'était pas tout à fait prise en compte. On a vu au niveau de l'analyse que des impacts psychiques qui augmentent en fait le stress dans les 2 situations changent les capacités d'analyse.
et bien sûr de décision et d'action ensuite. Cette fois-ci, il y a personne qui a été figé sur cette deuxième situation. Sur la première personne, il y avait en fait des personnes qui se sont figées, qui étaient probablement en état de stress dépassé. Et donc, effectivement, cette sidération les a empêchés d'agir. Et là, on voit une agitation qui n'est pas tout à fait désordonnée. Elle est désorganisée, mais elle est orientée. Mais on voit que ça amène à des gestes qui ne sont pas adéquats pour la suite de la prise en charge de la victime. Est-ce que tu as un mot de la fin à donner? Alors, le mot de la fin, moi, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est que même si nous sommes professionnels, chacun dans notre domaine, nous ne sommes pas infaillibles. Et il est fort probable qu'il y ait des éléments que peut-être nous n'avons pas vus parce que nous avons notre propre perception, nos propres biais, notre propre grille de lecture et d'analyse. Et ce qui serait intéressant, c'est que ce soit vous, les spectateurs de cette vidéo, qui puissiez nous indiquer si nous sommes passés à côté de quelque chose, si vous avez perçu quelque chose sur lequel on pourrait discuter. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir si cette grille OLADA vous parle et si vous en aviez entendu parler ou dans une autre version. Et puis qu'on puisse échanger là-dessus. Et en tout cas, Dimitri, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'est un échange très, très intéressant. Et j'ai hâte de participer aux nouvelles analyses des autres vidéos. Merci beaucoup, Derek. Merci beaucoup pour ta présence. On a 6 heures de décalage. Il est très tard chez toi. Donc, merci beaucoup Avec plaisir. de ton expertise, de tes retours. C'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec toi. Je pense que c'est une grande plus-value, ton regard, pour nos spectateurs, pour les gens qui vont pouvoir prendre ce contenu et les analyser avec nous, qui peuvent tout à fait s'en servir aussi dans leur propre formation s'ils le souhaitent. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas personnellement. Ou s'ils souhaitent nous contacter, que ce soit par commentaire ou par message, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn notamment, pour discuter de certaines situations ou de certaines stratégies d'analyse de situation. Je pense, Derek, que tu seras tout à fait ouvert à ce genre de discussion. Absolument, oui, tout à fait. Très bien. Donc, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit par message sur LinkedIn, soit directement dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ou qu'elle vous apparaît utile, n'hésitez pas à la partager également avec vos partenaires, avec vos collègues, et mettez un petit pouce en l'air pour le référencement. J'ai vraiment pas l'habitude de dire ça, mais je pense que ça aide vraiment au référencement si vous pensez que cette vidéo est utile et qu'elle pourra profiter à d'autres spectateurs. Merci beaucoup. Excellente continuation et on revient bientôt avec Derek pour plus de contenu et plus d'analyse.